Le parcours des œuvres majeures, un quart d'heure de célébrité. À l'avenir, chacun aura droit à un quart d'heure de célébrité. Andy Warhol, 1968. La mission du FRAC est de rendre les œuvres d'importance internationale accessibles au public les plus larges. Néanmoins, puisque le FRAC acquiert souvent des œuvres d'artistes vivants, il est parfois difficile de prévoir si cet artiste va ou non marquer l'histoire, ou si son influence sera de courte durée. En résulte le fait que la collection du FRAC comprend des artistes plus reconnus que d'autres. Le parcours des œuvres phares propose 10 artistes considérés comme particulièrement importants au regard de la communauté artistique internationale. Nombreuses de ces œuvres d'art n'ont jamais été montrées aux Pays-Bas. Ce parcours vous emmène à travers l'exposition, dans l'idée de vous présenter toute la richesse et la qualité de cette collection en un quart d'heure. Soutien-gorge de mur ajustable, par Vito Acconci, 1994. Choquant, drôle et socialement engagé, le travail de Vito Acconci intègre toujours l'espace du corps, de l'exposition, ou encore plus largement en fonction du contexte. Acconci fut célèbre pour ses œuvres liées au body art, performances dans lesquelles il explorait les limites de ce qu'un être humain est capable d'endurer. Des exemples de ces performances sont Rubbing Pills, 1969, dans laquelle Acconci se frictionne la peau jusqu'à ce qu'une blessure apparaisse, ou encore Hand and Mouth, 1970, dans laquelle il s'enfonce le poing dans la gorge jusqu'à risquer de s'étouffer. Après les performances, Acconci s'est engagé dans l'architecture, les happenings, la poésie, la photographie, les installations, les sculptures, les films et les travaux vidéo. Quel que soit le médium qu'il choisit, son travail est toujours lié au spectateur. Avec ses sculptures, sexuelles et des installations de la fin des années 80 et du début des années 90, il explore nos fantasmes personnels. Avec l'aide de masques, de gadgets et de poupées, Acconci tente de nous libérer de nos inhibitions sexuelles et nous invite à entrer dans un monde explicitement sexuel. Avec cette œuvre, qui peut être considérée comme le résultat de ses recherches, il mêle le son d'une respiration avec les sons du quotidien, par exemple celui de la télévision. L'installation est telle que le visiteur peut s'installer à l'intérieur de l'œuvre, de manière à revivre l'expérience de l'utérus maternel. 5 structures géométriques ouvertes et leurs 5 combinaisons. Sol Lewitt, 1978-1979. Sol Lewitt est considéré comme l'un des plus importants représentants du courant minimaliste en sculpture. Dans son travail récent, il a pratiquement quitté toute la masse superflue pour ne garder que la carcasse, la cage thoracique des formes géométriques. Toutefois, à force de progression dans sa démarche, l'artiste s'associe à l'art conceptuel, à mesure que la création de ses œuvres tend à devenir de plus en plus intellectualisée, rationnelle et contrôlable. Le travail de Lewitt se limite aux formes géométriques pures, car elles n'invitent pas à l'association d'idées et sont donc le meilleur vecteur de l'idée. La pièce, 5 structures géométriques ouvertes et leurs 5 combinaisons, acquises par le FRAC en 1983, présente les recherches de Lewitt autour de la variation de la forme du cube. Elle est caractérisée par le fait qu'elle aurait pu être créée par ses assistants, selon les instructions spécifiques de l'artiste. Dans ce travail, Lewitt expose l'importance de l'idée et du système de production inventé par l'artiste. La pièce consiste en 20 sculptures géométriques installées par paires sur un piédestal dans le but de montrer les variations de 5 polyèdres. Ce travail est purement méthodologique, répétitif et sériel, si bien qu'il est libéré de toute émotion. Painter, Paul McCarthy, 1995. Avec ses performances, installations, sculptures, photographies et vidéos, Paul McCarthy est devenu l'un des artistes américains les plus controversés de ces dernières décennies. Il est passé maître dans la mise à mal de tabous, et son travail a été successivement décrit comme burlesque, poignant, provocateur, effrayant, désopilant et violent. En dépit de son œuvre variée, il est en premier lieu reconnu comme un artiste de performance. Elles sont orientées vers le public dans les années 70 et ont un caractère rituel fort. McCarthy joue un personnage obsédé, enfantin, avec toutes sortes de faux fluides corporels. Peinture, huile de moteur, chocolat, mayonnaise, crème pour les mains et le perpétuel ketchup. Autant de substances qui passent pour des excréments, de l'urine, du sperme et du sang. Dans Painter, de la collection du FRAC, nous pouvons voir McCarthy dans son rôle d'artiste affublé d'une perruque ainsi que d'une paire d'oreilles et d'un nez démesurément gros. Alors qu'il peint avec un pinceau géant, en utilisant peinture, mayonnaise et ketchup, il transforme son atelier en un champ de bataille. Avec cette pièce, ou encore ses parodies de l'innocence des personnages qu'il tire de la culture populaire, McCarthy nous livre une critique satirique de l'artiste en tant que génie, de l'histoire de l'art, mais aussi des ambitions commerciales. Le travail de Paul McCarthy peut être lu à la fois comme une critique sociale acerbe, fortement liée au monde de l'art et aux politiques, ou comme une critique envers les valeurs personnelles. Aux Pays-Bas, Paul McCarthy est principalement connu pour sa sculpture Santa Claus, 2001, soit Père Noël, qui a très vite après son acquisition par la ville de Rotterdam été surnommée par les médias
Kabouter Buttplug. 100 titres, 1971, et 62 membres du Club Mickey, 1972, par Christian Boltanski. Dans sa jeunesse, Boltanski avait l'habitude de visiter le musée de l'Homme à Paris, un musée anthropologique présentant des objets, reliques et symboles de diverses cultures, classés et exposés dans des centaines de vitrines. Ceci a été une source importante d'inspiration pour son travail artistique, dans lequel il mêle des références autobiographiques et des objets impersonnels pour créer des installations qui peuvent être lues comme des monuments à l'effigie du passé. La pièce sans titre est une allusion certaine aux vitrines de métal que Boltanski voyait au musée de l'Homme. Les petits objets de bois et les lames enroulées dans du coton font référence aux méthodes de recherche de l'ethnologie. Cependant, les installations de Boltanski entretiennent souvent une relation fictive avec le passé, de la même manière que la pièce 62 membres du Club Mickey, qui est composée de photographies tirées d'une section spéciale du magazine Mickey. L'artiste agrandit les photographies, les encadre, les assemble en une série qui représente un mémorial pour les enfants disparus. De nos jours, Boltanski est vu comme l'un des artistes français les plus connus au monde, notamment pour sa participation à la Documenta 5 de Cassel en 1972. Avec ses installations où se mêlent vraies et fausses mémoires, ses portraits dressés en monument et réalisés avec des matériaux simples ou présentés avec des éclairages pauvres, son travail a acquis le statut d'un véritable memento mori. Cette année, il a été présenté pour le pavillon français de la 54e Biennale de Venise. Chaise électrique par Andy Warhol, 1971. C'est dans le magasin où il travaillait durant ses vacances qu'Andy Warhol a rencontré pour la première fois la société de consommation et des médias dans l'Amérique des années 1950. À 21 ans, Warhol s'installe à New York en tant qu'illustrateur publicitaire pour un magazine de mode très connu. La fascination des célébrités et des stars du cinéma pour ses œuvres lui permet d'être rapidement connu et reconnu dans le milieu de la mode et de la publicité. En 1956, ses dessins deviennent connus parmi le monde de l'art et une exposition prestigieuse lui est consacrée au MoMA de New York. Les peintures et sculptures produites par Warhol dans les années suivantes peuvent être lues comme un tribut fait à l'American Way of Life et au mode de vie consumériste des années 1960. C'est le fameux dollar, le film de star, la boîte de soupe Campbell, les bouteilles de Coca-Cola ou de ketchup Heinz et les représentations de Superman et des cartoons de Popeye qui font d'Andy Warhol le roi du pop art. Sa fascination pour la montée en puissance du pouvoir des médias de masse se reflète dans son œuvre à travers la reproduction des images des médias, incluant des crashs d'avions, les affrontements raciaux et les accidents de voitures. La mort est omniprésente dans son travail. Warhol réalise des portraits de stars décédées et de criminels dont la sentence de mort vient d'être prononcée. À partir de 1963, il crée des sérigraphies en utilisant des chaises électriques. Les 10 sérigraphies de la collection du FRAC Nord-Pas-de-Calais sont basées sur un négatif original et produites en 10 couleurs différentes, rendant cette image à la fois accessible et banale. En ce sens, Warhol dénonce la capacité des médias occidentaux à modifier le sens des images. Think Tank, Liam Gillick, 1996. L'intérêt de Liam Gillick pour la théorie se matérialise à travers de nombreux médias et activités. En plus de la production de sculptures, installations, films, design, graphiques et musique, il est également actif en tant qu'écrivain, critique d'art et commissaire d'exposition. L'approche de Gillick est profondément ancrée dans le langage et s'interroge souvent sur les relations changeantes entre idéologie et réalité. Gillick est intéressé par les diverses formes d'organisation sociale et examine comment le système social, politique et économique laisse ses traces dans notre monde. Dans ses œuvres, il mêle différents champs du savoir. La science, l'industrie, l'urbanisation, la politique ou encore l'histoire. Il invite également le visiteur à participer à ces processus de pensée. La pièce de la collection du FRAC, Think Tank, 1996, illustre cette intention fondamentale de communiquer avec le public. Les 2 volumes rouges, orange, sont des think tanks, des lieux fermés dédiés à la réflexion sur notre monde socio-politico-économique. Ils sont la métaphore d'un monde qui privilégie l'efficacité, la mobilité, le management et la multifonctionnalité. Liam Gillick a été nominé pour le Turner Prize en 2002, ainsi qu'au Vincent Award du Stedelijk Museum d'Amsterdam en 2008. Il a également représenté l'Allemagne lors de la 53e Biennale de Venise en 2000. Opus 15 par Lawrence Weiner, 1968. Dans les années 70, l'art s'est éloigné des cultures collectives, de la production urbaine de masse, pour s'intéresser à des thèmes plus philosophiques et thérapeutiques. Une des principales orientations de l'art dans les années 70, en plus du rejet des règles esthétiques et stylistiques, est la conviction que le processus de création de l'œuvre équivaut, voire prime, à sa réalisation effective. Néanmoins,
l'art conceptuel rencontre un problème. L'idée de l'artiste a toujours besoin d'être traduite en une forme physique pour être communicable à un public. L'artiste Lawrence Weiner propose alors que l'artiste puisse réaliser lui-même l'œuvre, ou laisser ce soin à un autre. Il peut également décider de ne pas produire l'œuvre. D'après sa propre citation, l'artiste peut construire la pièce peut être fabriquée, la pièce n'a pas besoin d'être fabriquée. Au début de sa carrière, Weiner réalisait encore des peintures d'après commande, mais sitôt que sa carrière s'est développée, l'artiste s'est recentré sur la collecte de déclarations et la réalisation de croquis d'œuvres sans aller jusqu'à leur réalisation. Weiner ne refuse pour autant pas d'être présent dans les lieux d'exposition, et nombreux de ses lettrages sont montrés dans les musées et galeries. Certaines de ses déclarations ont un caractère énigmatique, d'autres sont si neutres qu'une interprétation est difficilement envisageable. Opus 15 est une esquisse pour une performance frontalière datant de 1968. En 1986, ce travail a été réalisé sous la forme d'une performance entre la frontière belge et française. Gris, de Gerhard Richter, 1976. L'œuvre de l'artiste allemand Gerhard Richter peut être légitimement qualifiée de versatile. Elle montre une évolution depuis l'hyperréalisme à la peinture fondamentale, en passant par le néo-expressionnisme. Sa carrière artistique est également caractérisée par le fait que Richter a travaillé au même moment et dans différents styles, figuratifs et abstraits, selon différentes thématiques, paysages, portraits, nature morte. À l'origine, son approche a été violemment accueillie par la critique et Richter a été accusé d'opportunisme, de déloyauté stylistique et de manque de caractère. Dans les milieux artistiques, la question était de savoir quel était vraiment le sujet de sa peinture, la forme ou le contenu. Plus tard, il est devenu évident qu'il s'agissait du premier artiste à refuser d'appartenir à un seul style. Il peut ainsi être vu comme un des premiers acteurs de la postmodernité, en bousculant l'idée conventionnelle de chronologie et de progrès des avant-gardes. La pièce Gris, elle fait partie d'une série intitulée Farbentögeln que Richter a principalement réalisée dans les années 1970. Des tableaux qui s'apparentent aux grandes plages de couleurs des magasins de peinture. Ces tableaux monochromes étaient initialement en couleur, mais sont plus tard réalisés uniquement en une gamme de gris indéfinissable qui, d'après Richter, est la seule couleur capable de ne rien représenter. Ces 10 dernières années, Richter a été montré dans de nombreuses grandes expositions personnelles et rétrospectives, parmi lesquelles celle du MoMA à New York ou encore celle de la Tate Moderne de Londres. Dans l'Euro-région, il est principalement connu pour l'immense vitrail qu'il a réalisé dans la cathédrale de Cologne en 2007. La rétrospective Gerhard Richter, Panorama, qui ouvrira dans le 80e anniversaire de l'artiste à la Tate Moderne de Londres, sera présentée également à la Neue National Gallery de Berlin et au Centre Pompidou à Paris en 2012. Good Boy, Bad Boy, Bon garçon, mauvais garçon, par Bruce Nauman, 1985. La seconde pièce de Bruce Nauman, Good Boy, Bad Boy, se présente sous la forme de 2 moniteurs qui montrent un homme noir et une femme blanche qui récitent le même texte. Une centaine de phrases peuvent être interprétées positivement ou négativement, selon si c'est l'homme ou la femme qui les prononce et selon le contexte de leurs activités. Les deux acteurs regardent fixement le spectateur afin de créer une interaction et une forte immersion de sa part.